Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Adèle Charvet, bonjour. Bonjour. Bernard Foccroulle, bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai le plaisir de vous recevoir, c'est pour évoquer la programmation d'une œuvre sur un sujet grave, puisque Bernard Foccroulle, vous avez composé alors un monodrame, un mélodrame à partir d'extraits du journal d'Hélène Baird. Donc, ce journal d'Hélène Baird, c'est un journal qui a été écrit par une jeune femme née en 1921 sous l'occupation à Paris d'avril 1942 jusqu'à sa déportation en mars 1944. Avec une interruption de novembre 1942 à août 1943. C'est un journal qui a été retrouvé, qui avait été conservé pendant la guerre par une proche de la famille Baird et qui a été publié en 2008, qui avait été préservé et publié en 2008 grâce à la nièce d'Hélène Baird, donc la fille de sa sœur. Donc Bernard Foccroulle, c'est une œuvre, ce journal d'Hélène Baird, vous en avez eu connaissance il y a quelques années et tout de suite ça vous a marqué profondément. Oui, cette aventure a d'abord commencé par une invitation du Quatuor Bella, début 2018. Ils m'ont proposé d'écrire une pièce pour le Quatuor, si possible une pièce qui fasse toute une soirée. Et je me suis dit que faire un Quatuor qui dure 1 heure et demie, c'est tout de même un peu austère. Que donc une pièce avec voix serait la bienvenue, mais je n'avais à ce moment-là j'avais aucune idée. Et quelques mois plus tard, je pense à l'automne 2018, un ami m'a offert ce magnifique journal d'Hélène Baird. Et en le lisant, je me suis dit, mais c'est exactement la matière qu'il me faut, mais à laquelle aussi je peux apporter en tant que musicien quelque chose. D'abord parce que la musique est très présente dans le journal. Hélène est musicienne, elle joue du violon, elle adore la musique, elle écoute les disques, elle va au concert, sa sœur est pianiste. Mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres émotions qui traversent le livre. Il y a beaucoup de lumière et beaucoup aussi d'obscurité. Il va y avoir de plus en plus d'obscurité au fur et à mesure, de plus en plus de tragédie au fur et à mesure qu'on avance dans ce journal. Mais je me suis dit que la musique peut-être pouvait permettre de partir de ces mots à elle, et uniquement de ces mots à elle, mais d'aller au-delà des mots. Il me semble que c'est d'ailleurs le rôle de la musique, c'est de chercher toujours à aller au-delà de la parole. Adèle Charvet, donc vous avez été contactée par Bernard Foccroulle pour cette création qui sera donnée le 3 mai prochain à Cherbourg et puis dans un certain nombre de villes et puis le 12 juin prochain au Théâtre des Bouffes du Nord. Donc vous serez aux côtés de Jeanne Bleuze et du Quatuor Bella. Donc comment vous avez participé à cette création On est encore au tout début de la création. C'est un grand honneur et ça pousse à l'humilité d'incarner cette personnalité incroyable, tellement lumineuse et aussi tellement clairvoyante au cours du journal. Elle a tellement, elle vit pleinement les choses, en même temps elle a beaucoup de distance et puis elle se sent prise d'une mission de raconter, de documenter. Et en même temps, elle vit sa vie de jeune femme. Et donc, c'est très facile de s'identifier en fait, à cette personne qui est en plus musicienne, en plus tellement sensible, tellement imprégnée de musique et de littérature. Moi, j'ai la chance de prêter ma voix. C'est vraiment à Bernard que revient toute la création. Et j'ai vraiment hâte de cette résidence justement de création à Cherbourg. Parce que c'est là que tout va se jouer. On a déjà fait un workshop il y a quelque temps à Grenoble et on était vraiment dans la mise en place, apprendre à se connaître et là on commence le vrai travail. Alors votre voix elle sera mise à contribution de plusieurs manières, Adèle Charvet, c'est-à-dire que vous chanterez, vous direz des extraits du journal, vous ferez du Sprechgesang aussi, et vous chanterez tantôt avec le quatuor, le piano, et puis vous parlez avec les musiciens. Enfin, vous êtes mise à cette épreuve multiple. C'est un travail passionnant et extrêmement exigeant, parce que je crois que je n'ai jamais eu à explorer à ce point toutes les possibilités de la voix, du parler au Sprechgesang, au chanter, au crier même, c'est présent une fois dans la partition. C'est un travail passionnant, c'est aussi savoir doser ses limites, enfin connaître ses limites plutôt, et
jouer un personnage qui a un arc, qui commence à un point, le début du journal, au réveil, si douce la lumière et si beau ce blé vivant. Elle cite la dédicace de Paul Valéry qui est si belle et qui, parce que, excusez-moi qui de vous l'emplit de interrompre, joie. le journal commence par une visite chez Paul Valéry. Oui, où elle reçoit un petit récupérer. paquet Oui. et Paul Valéry a eu la gentillesse de lui signer, justement. Et on finit à Drancy avec l'horreur la plus totale. Et donc incarner ce personnage qui évolue tellement et qui reste aussi extrêmement digne dans l'horreur, c'est absolument passionnant. Mais d'ailleurs, au risque de tomber dans le cliché, c'est quand même... D'habitude, quand vous incarnez un personnage, soit à l'opéra, ou vous chantez des mélodies, vous faites sur un texte qui a été composé, un texte de fiction. Et là, c'est la première fois peut-être que vous dites un texte, ou que vous chantez un texte qui répond à une réalité tragique. Oui, le sujet est très grave. Et en même temps, je trouve justement la force de ce journal, c'est qu'il est incroyablement lumineux. C'est une personnalité tellement lumineuse, Hélène Baird. Et justement, en fait, elle tombe jamais dans le pathos. Et donc je pense que je dois trouver aussi le bon dosage pour lui rendre justice. Bernard Foccroulle, donc vous êtes bien sûr organiste, compositeur. Vous êtes interrogé quand vous avez été bouleversé par la lecture de ce journal d'Hélène Baird sur la manière dont vous alliez pas l'adapter, mais en prendre des fragments et l'illustrer musicalement, parce que là c'est avec quatuor, voix et piano. La forme s'est imposée dès le début. Elle ne s'est pas imposée d'un seul coup. Je crois que la première démarche, c'était de faire le livret finalement, hein, de choisir les moments, parce que quand on fait une œuvre musicale, il faut toujours laisser tomber les 3/4, les 4/5 d'un texte, et même dans ce cas-ci, je crois que c'est encore plus concentré que cela. Mais j'ai essayé d'abord de garder la chronologie. On est toujours dans la chronologie par rapport au journal. Le début est, comme le dit Adèle, très lumineux, c'est le printemps. C'est le printemps aussi dans les cœurs, c'est l'amour, c'est toute une série d'émotions qui sont très, très vives. Et cette dimension lumineuse ne va jamais complètement s'éteindre, mais forcément, le trajet est de plus en plus sombre, de plus en plus dramatique. Et donc, voilà, j'ai cherché à construire des épisodes. Donc, il y a comme des chapitres, si vous voulez. Il y a le chapitre, par exemple, de l'étoile jaune, hein, le moment où elle réfléchit d'ailleurs, est-ce que je le fais, ou est-ce que je la porte, ou je la porte pas. Il y a la rafle du Veldiv, elle n'y est pas, mais elle en entend Oui, d'ailleurs, même détails. Avant la rafle, elle en entend parler, Oui. Elle le dit dans son journal. On annonce la Oui. rafle. Et puis, il y a l'emprisonnement du père à Drancy, première fois, il va être libéré contre une rançon. Et puis, voilà, il y a la mort de sa grand-mère. Donc, par exemple, le chapitre sur la mort de sa grand-mère est très beau parce que c'est la mort et la vie qui se retrouvent là. D'ailleurs, elle dit, la grand-mère meurt dans le lit où sa mère et elle sont nés. Oui. Il y a cette continuité, ce cycle de la vie qui est là à travers tout. Et puis, il va y avoir la description du wagon de la déportation parce qu'à Drancy, on prépare les déportés. Donc elle sait ce qui se passe au moins dans le wagon. Je ne sais pas jusqu'où elle a une connaissance de ce qui va se passer à l'arrivée du train à Auschwitz. Probablement que c'est moins évident. Mais en tout cas, il y a une information incroyablement précise. Et pourtant, elle reste à Paris, probablement parce qu'elle a décidé de s'occuper d'enfants orphelins et que donc elle a une mission, une vocation là-bas qui est de s'en occuper. Et donc elle brave le danger, elle sait qu'elle peut être arrêtée et elle sera effectivement, finalement, arrêtée. Adèle Charvet, donc cette création de cette œuvre d'après des fragments du journal d'Hélène Baird. Donc ça va être une création d'abord sans mise en scène, à Cherbourg, au Bouffe du Nord, en d'autres lieux. Et puis ça sera repris l'année prochaine à l'Opéra du Rhin. Cette fois-ci avec alors une mise en espace, une mise en scène. Ça va être une mise en scène ou alors
Alors, Le mot est excessif. non, je pense pas que le mot soit excessif. En revanche, je pense qu'il y aurait effectivement une économie de moyens. Ce serait un grand décor avec des accessoires. On n'imagine pas, c'est pas la Traviata. Oui, voilà, un décor qui tourne, non pas du tout. Je pense que ce sera assez sobre. Je veux pas parler à la place du metteur en scène. En revanche, je sais qu'il veut aussi, d'une certaine façon, inclure les musiciens dans la prise de l'espace en scène. Et donc ça sera passionnant à explorer. C'est très très bien pour nous, en tout cas, de pouvoir éprouver cette œuvre qui est tellement riche et dense en concert d'abord, justement parce qu'on va arriver dans le travail scénique totalement libéré de la partition probablement, et donc très libre. Oui, mais alors justement, je aussi, tant pis, mais j'ai toujours peur des clichés, mais ça ne m'empêche pas d'en proférer. Quand vous êtes chanteuse, quand vous chantez à l'opéra, justement, il y a la mise en scène qui vous impose une gestuelle ou vous la propose, alors que quand vous chantez la mélodie ou là, quand vous allez chanter, dire le journal d'Hélène Baird, c'est vous qui allez créer en quelque sorte cette réincarnation. C'est parfois plus difficile, non Moi, je trouve que c'est une vaste question. C'est vrai que le récital, en tout cas pour moi, permet un abandon que je retrouve nulle part ailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, quelque part, on est prisonnier du temps décidé par le compositeur. Et donc, mais c'est passionnant cette contrainte-là, en fait. Dire un texte, justement, dans les parties mélodrames, c'est extrêmement bien écrit. Donc le texte arrive à des points nommés sous les nappes sonores. Il faut justement gérer le timing et dire le texte de façon, d'une part, cohérente, juste, en même temps en respectant ce timing donné par le compositeur et par la musique. C'est trouver une certaine liberté dans la contrainte, mais c'est passionnant. Ce que je trouve incroyable quand je regarde tout ce que vous faites, Charles, c'est que vous excellez. Moi, je ne vais pas vous faire rougir, mais tant pis, c'est pas grave, c'est enregistré. Dans tellement de genres différents, t'es paru aux côtés de Suzanne Manoff un disque de mélodie anglaise, bretonne et d'autres. Et puis là vient de paraître pour le label Alpha un disque d'air de vénitien, Vivaldi et des compositeurs beaucoup moins célèbres, où vous avez l'air aussi à l'aise. Vous venez de faire un autre enregistrement qui n'a rien à voir. Et là, vous allez justement incarner les mots d'Hélène Baird dans cette, j'allais dire spectacle, le mot est peut-être inapproprié, mais c'est une recherche, c'est volontaire, cette volonté, cette idée d'éclectisme, ou alors ça vous tombe dessus comme ça C'est pas une démarche, mais c'est parce que je suis comme ça, je peux pas faire autrement. Je pense que probablement que je m'ennuie facilement dans un genre, et je suis aussi vorace de musique et de répertoire, et surtout de découverte. Je pense que je suis aussi motivée par ma curiosité. Et c'est très important aussi pour moi. Il y a toujours une place pour la création, pas forcément toutes les saisons, mais si, quasiment. C'est essentiel. Je crois que Bernard Foccroul veut ajouter quelque chose là-dessus, justement. Oui, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Adèle est une personnalité solaire. Hélène Baird est une personnalité solaire. Donc il y a une forme de sororité à travers le temps. Et puis il y a ce que Adèle vient de décrire, je le vois, je le trouve aussi, je le ressens dans la personnalité d'Hélène. Elle est en permanence en recherche. Elle travaille la littérature anglaise, la poésie en particulier, à un très très haut niveau. Elle fréquente les quatuors de Beethoven, elle va au concert, elle écoute des disques. Et il y a une sorte de vitalité, de gourmandise de la vie qui est là en permanence. Et du coup, je trouve que cette personnalité d'Adèle colle très bien avec ce que je pressens avoir été la personnalité d'Hélène Baird. Oui, Hélène Baird, d'ailleurs, vous l'évoquiez, qui était musicienne et une violoniste visiblement d'un certain niveau, puisqu'elle joue, à un moment, elle dit qu'elle joue le concerto pour deux violons de Bach, elle joue le quintet La Truite de Schubert, à un moment, elle essaye, je crois que, oui, elle évoque aussi la symphonie concertante de Mozart, et puis ça permet aussi de voir un peu le répertoire qu'aimait à l'époque une jeunesse d'une certaine bourgeoisie cultivée. C'est très intéressant. Elle parle de l'amour et la vie d'une femme, de Schumann, ça aussi, ça a dû trouver une résonance en vous. Oui, d'autant plus que et les quatuors de Beethoven, bien sûr. Alors le Schumann, c'est vrai que c'est une résonance immédiate parce que j'avais précédemment écrit une pièce en dialogue avec cette œuvre de Schumann. Donc je les retrouve avec plaisir dans le livret. Mais sinon, c'est effectivement la personnalité de Beethoven qui me semble vraiment la plus prégnante, la plus riche. C'est à Beethoven qu'elle revient le plus souvent. Elle parle du quatuor 13, du 13e quatuor qui est
celui qu'elle préfère, mais elle parle aussi beaucoup du mouvement lent du 14e quatuor, cette sublime Heiliger Dankgesang, hein, ce chant de reconnaissance sacré, que j'ai du coup inséré, en partie en tout cas, dans l'œuvre, pour relier les deux parties. Oui, donc la fin novembre 42 voilà, jusqu'à août 43. Et il me semblait qu'on ne pouvait pas, on n'allait pas faire de pause dans cette soirée, mais on n'allait pas non plus passer 10 mois comme cela. Et donc, je crois que le Beethoven, là, va jouer un rôle extrêmement fort, extrêmement émouvant. Adèle Charvet, comment ça s'est passé le travail? Vous dites encore il y a encore beaucoup de travail parce qu'on arrive à la création, mais vous échangiez, Bernard Foccroulle, vous envoyez des projets, puis vous dites ah bah non ça correspond pas à ma voix, ou c'était... Pas tant. Alors il y a eu plusieurs phases. Il y a eu les premiers extraits mis en musique qu'on a testés, et puis Bernard a retravaillé certaines choses, mais en fait très vite tu nous as envoyé la partition entière. Oui, et en fait, on n'a rien changé. Après Grenoble, il y a eu des corrections. Bernard s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait davantage condenser, peut-être raccourcir, mais dans l'écriture de la voix, justement, on a un compositeur qui connaît et qui aime la voix. Donc, même si ça me pousse dans mes retranchements, parce que c'est difficile, j'explore toute ma tessiture, tous les extrêmes de ma tessiture, tous les modes, j'allais dire les modes de jeu, non, les modes de voix. C'est extrêmement bien écrit pour la voix. Vous allez chanter très bien prosodier aussi. Vous allez chanter avec le quatuor Bella. Les œuvres pour voix et quatuor, c'est pas foisonnant. Il y a le quatuor de Schoenberg, le deuxième quatuor. Je réfléchis en vous parlant, peut-être que Bernard Foccroulle qui est beaucoup plus grand. Il y a des choses quand même. Il y a du Respighi, il y a une très belle œuvre de Respighi. Le Tramonto de Respighi, oui, il y a avec piano la chanson perpétuelle de Chausson. Oui, il y a quelques chefs-d'œuvre, mais c'est pas foisonnant non plus. Betsy Jolas, je pense à Dover Beach aussi de Barber. Enfin, il y a des choses. Il y a des choses. Barber. En fait, il y a beaucoup de choses. Et donc, est-ce que pour vous, ça pose des problèmes d'équilibre qui ne se posent pas quand vous chantez avec un pianiste ou une pianiste ou un orchestre? On ne s'est pas tellement posé la question. Et il ne me semble pas que ça a été un vrai sujet. Si, parfois, quand je suis dans le bas de ma tessiture, il faut qu'il soit... disons, comment dire en anglais, mindful de ces moments où je suis dans le bas de ma tessiture. Mais en fait... les équilibres se sont trouvés assez facilement. Je dirais que la question se pose presque plus quand je parle. C'est justement trouver ce ton juste. À Grenoble, on était vraiment dans le travail et donc finalement, j'étais pas encore dans l'idée de je dois projeter ma voix dans un espace et qui du coup va aussi changer les questions de balance. Mais non, je crois pas que c'était tellement un problème, il me semble pas. Bernard Foccroulle, je vous en prie. Oui, ce qui est fascinant avec le quatuor à cordes, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tant de compositeurs aujourd'hui viennent à la rencontre du quatuor à cordes, soit en tant que quatuor, soit avec quelques instruments ou chanteurs, c'est que c'est au fond la famille musicale la plus condensée qui soit. Et ce qui est très émouvant quand on travaille avec un quatuor à cordes, c'est de voir ce sentiment que les choses n'ont presque plus besoin d'être dites. C'est ressenti, la communication se transmet entre les membres du quatuor. Et donc, c'est comme si on avait un orchestre avec un chef, etc. Sauf que voilà, chacun s'écoute. Et parfois, des choses extrêmement compliquées du point de vue rythmique se font assez simplement, finalement. Et donc, je crois que pour beaucoup de compositeurs aujourd'hui, c'est une bénédiction de pouvoir écrire pour cette formule aussi dense, aussi économe, aussi ramassée, mais pleine d'énergie. En même temps, vous parliez des quatuors de Beethoven, ils ont quand même terrorisé et tétanisé les compositeurs qui ont succédé, comme Brahms ou d'autres, qui ont mis un temps fou à composer leur propre quatuor, écrasés par le génie des quatuors de Beethoven. Donc aujourd'hui, on est débarrassé de cette ombre, enfin pas débarrassé, mais on a une autre vision. Mais non, on n'est pas débarrassé, le mot était totalement inapproprié, mais disons que vous n'avez plus le même rapport à cette ombre tutélaire. C'est vrai qu'on n'est plus on ne fait plus partie de la génération immédiate qui a suivi. Donc il y a plus de distance, il y a quelques 200 ans qui nous séparent ou qui nous relient à la musique de Beethoven. Mais il y a aussi, je trouve qu'à l'intérieur de l'œuvre beethovenienne, le monde des quatuors, c'est probablement la chose
la plus extraordinaire qui soit. On peut adorer les symphonies, les concertos, oui, les sonates, c'est pas mal non etc. plus. Surtout un certain nombre d'entre elles. Mais le monde des quatuors, c'est vraiment... Alors ça peut être un peu austère, mais une fois qu'on rentre dedans, et qu'on suit d'ailleurs, c'est comme si Hélène Baird nous donnait la main pour rentrer à l'intérieur de ce monde-là, c'est d'une richesse absolue. D'ailleurs, juste un aparté pour les auditeurs qui souhaitent pénétrer ce monde, je pense que le 7e quatuor, qui n'est pas évoqué par Hélène Baird, est peut-être la porte d'entrée la plus rayonnante et la plus facile peut-être, mais peut-être vous ne serez pas de mon avis, mais je trouve que c'est parmi les grands quatuors de Beethoven, c'est celui qui dont l'accès est le plus séduisant. Mais alors pour en revenir justement à Hélène Baird, elle parle justement des 13e, 14e, 15e quatuors, qui sont quand même des œuvres justement que les contemporains de Beethoven ne comprenaient pas. Et elle, en 1942, elle connaît bien ses œuvres, ce qui dénote aussi une grande culture musicale, parce que tout le monde, même parmi les mélomanes, ne connaissait pas ses œuvres. Encore aujourd'hui, je pense que oui. beaucoup de jeunes musiciens ne fréquentent pas forcément les quatuors de Beethoven. Hein. C'est pas la musique la plus fréquentée, on va dire. Alors, Adèle Charvet, je me retourne vers vous justement, puisque on le disait, il y aura à la fois un texte parlé, chanté, Sprechgesang. Alors, Sprechgesang, c'est pour les auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est une sorte de parler chanté, comme dans le Pierrot lunaire. Oui, c'est parler sur des hauteurs, quoi, en quelque sorte. Et alors, vous, en tant que chanteuse, c'est comment? Parce que je vous parle en profane, quand on écoute par exemple le Pierrot lunaire, qui est du Sprechgesang, on peut l'entendre de 1000 manières différentes. Il y a une appréciation par la chanteuse de la manière dont ça doit être fait. Enfin, vous avez une grande liberté là-dessus. Mais en fait, la partition de Bernard est extrêmement écrite. donc non, moi je trouve que la trajectoire est très claire. Justement, ce moment de Sprechgesang, c'est au moment de la rafle, si je dis pas de bêtises, quelque chose se prépare. Et c'est en plus un endroit où rythmiquement c'est extrêmement précis. Et donc en fait, non, moi je considère que j'ai pas de liberté. Tout est dans la partition. Et donc, il y a des passages qui correspondent intrinsèquement aux fragments choisis. C'est-à-dire que quand vous parlez, ça a une signification particulière. Ou quand vous chantez, ce sont des fragments qui ont une signification particulière qui devaient être soit où le parler ou le chanter s'imposait en quelque sorte. Alors, je pense que c'est à Bernard de répondre à cette question-là. Mais tout de même, effectivement, les modes de voix sont toujours justifiés. Et puis, je trouve que je digresse un petit peu, mais je trouve que c'est très 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 bien condensé. Le choix des textes témoigne très très bien de la trajectoire du journal, je trouve. Ce début lumineux et puis toutes ces cassures qui font basculer dans l'obscurité, la rafle, l'arrestation du père. Et voilà, et c'est vraiment très bien réalisé comme condensé du journal, je trouve. Oui, alors justement, effectivement, Bernard Fockroul, justement en réponse à ça, sur les choix que vous avez opérés pour quand Adèle doit chanter ou parler, ça s'est imposé facilement? Le mot imposé est un petit peu trop fort parce que c'est vraiment une recherche. Il y a des textes qui sont plus factuels et que l'on imagine plutôt dit que chanté. Et puis, il y a des moments où l'émotion se développe. Et c'est à ce moment-là, je trouve, que la voix chantée prend le relais et porte le texte à un autre niveau d'émotion, de signification. Et c'est pas systématique, mais souvent, une scène commence par un texte parlé, même parlé sans aucune musique, et puis arrive de la musique un peu par-dessous le texte. Et puis, à un moment tout à fait précis, la voix chante et du coup, le texte perd peut-être un tout petit peu en lisibilité et il gagne en émotion. Et justement, quand on lit le journal, ça commence de manière très... Enfin, elle parle d'elle-même, de la nature, de ses errances ou balades dans Paris, l'écoute des disques, elle fait de la musique. Et puis plus on avance, plus ce qui était individuel devient une vision générale de ce qu'elle voit à Paris, des enfants dont elle s'occupe. Et donc au fil du livre, des interrogations de plus en plus profondes et troublantes, et elle parle de plus en plus des autres en fait et de ce qu'elle voit. Et ça finit tragiquement et effectivement elle pressent la solution finale puisqu'elle a des phrases terribles. Et vous avez choisi, Bernard Fockroul, justement parmi toutes ces phrases du texte d'Hélène Baird, ces phrases particulières où elle parle en général de la destruction des Juifs.
Oui, c'est inévitable hein, dans ce contexte-ci. Une chose qui m'a beaucoup frappé et qui est un leitmotiv qui revient dans le texte, c'est le refus de la haine. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut faire un lien peut-être avec la Etty Hillesum, cette jeune néerlandaise qui a également laissé un journal, très beau journal. Absolument magnifique, d'une ouverture, ce refus radical de la haine. Moi, je suis bouleversé de voir ça, et peut-être encore plus à notre époque où on ne cesse de voir des conflits, des guerres et des formes de rejet. Or là, on voit vraiment quelqu'un qui souffre personnellement, dont la famille souffre. Il y a un danger, les amis partent les uns après les autres, sont déportés, et pourtant il y a le refus de la haine. Malgré le nazisme, malgré la destruction des Juifs, elle continue à faire de la musique allemande, à aduler Beethoven, Schubert, Schumann. Donc il y a un amour de la culture justement qui la différencie. Oui, il y a d'ailleurs des moments de réflexion sur l'identité juive, sur l'identité féminine. Et je trouve qu'à chaque fois qu'elle parle des questions identitaires, elle le fait avec un très très haut... elle le fait de très haut. Ce sont des phrases qui aujourd'hui encore pour moi sont extraordinairement habitées d'un très très haut niveau de réflexion quasiment philosophique. Adèle Charvet, donc on le disait, les représentations vont commencer le 3 mai à Cherbourg. Quand vous êtes comme ça dans c'est pas un rôle, quand vous incarnez justement une telle jeune femme, et après vous avez besoin de sortir de ça, de chanter des choses. Faudra me reposer la question après le mois de juin. Oui, c'est possible. C'est sûr que quand on est très très imprégné d'une partition, en tout cas moi, c'est vrai que j'ai besoin de changer d'époque, d'ambiance. Voilà. Mais pour l'instant, pour travailler une partition comme celle-là, d'abord, j'ai besoin de me sortir du sujet simplement parce que la partition est exigeante et qu'il faut que je la prenne rigoureusement. C'est d'abord ça. Mais justement, c'est toujours une question que je me pose quand j'interviewe un musicien, c'est que vous faites passer une émotion, et là, l'émotion, elle est démultipliée par le sujet. Vous faites passer une émotion, mais en même temps que vous ressentez, mais en même temps, vous ne devez pas être débordé par cette émotion. Donc, est-ce que on est toujours sur un fil quand on chante, quand on doit susciter une émotion, mais que si soi-même on est débordé, il y a quelque chose qui va pas. En plus sur un sujet comme ça. C'est un équilibre délicat. C'est vrai que moi, pendant quelques années, j'avais l'impression que si je les ressentais et que je me sentais écorchée vive, ça allait passer forcément. Parfois, pas du tout. Hein. Parfois, ça ne marche pas. Donc non, c'est mieux d'avoir un peu de distance. On incarne, on n'est pas complètement. Bernard Focoul, je n'ai pas encore, bien sûr, assisté à cette représentation de ce monodrame d'après le journal d'Hélène Baird. Quand vous avez composé, justement, vous vous êtes interrogé sur la forme, on l'a dit, et puis à un moment, il y a cette interruption avec un quatuor de Beethoven. C'était musicalement, c'est dans la lignée de ce que vous aviez composé précédemment, puisque vous avez fait aussi beaucoup de mélodies, notamment d'après Rilke ou d'autres. Ou alors, justement, la lecture de ce journal a imposé, excusez-moi de reprendre le terme encore une fois, une forme de composition qui n'était pas la vôtre. Alors, je n'avais jamais écrit pour quatuor à cordes, donc ça c'est tout de même une étape très importante, en l'occurrence pour quintette à clavier. Oui, le travail vocal, c'est une chose qui m'est vraiment chère depuis une bonne dizaine d'années. J'ai écrit des œuvres en italien, en allemand, en anglais, ici en français. Français d'ailleurs qui n'est pas la langue la plus facile pour les chanteurs pour non les plus. questions de prosodie, etc. Mais voilà, c'était évident que c'était la langue d'Hélène Baird qu'il fallait prendre. Et puis les questions de forme, je dirais qu'elles se résolvent, ou elles émergent, les solutions émergent au fur et à mesure. Quand on commence à écrire une œuvre qui va durer 1h15, 1h30, on ne peut pas savoir tout ce qui va se passer. C'est comme un écrivain, je pense, au début de l'écriture d'un roman. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui surgissent, qui deviennent évidentes. Et dans ce cas-ci, c'est le bonheur, si je puis dire, de revenir toujours à un texte, à sa force,
à son sens et à ses résonances aujourd'hui. C'est aussi une chose qui m'a beaucoup frappé, hein, c'est que l'antisémitisme n'a pas disparu. Il revient d'ailleurs dans nos sociétés aujourd'hui de manière forte, de même que d'autres formes de racisme, que d'autres formes de rejet, de formes de rejet radical. Et du coup, il y a dans ce texte-ci quelque chose que j'aimerais aussi transmettre aux jeunes générations. J'espère qu'il y aura beaucoup de lycéens, de jeunes qui vont venir écouter, voir ce texte, parce qu'il a pour moi, il a un impact absolument magnifique. Et c'est très différent pour un public jeune de lire des très belles choses qui ont été écrites par des philosophes ou des écrivains à 50, 60 ans, ou de revenir à un texte qui est écrit par quelqu'un qui est presque de leur génération. Oui, je le disais, elle est née en 1921, elle est morte à 23 ans en 1944. Et le mot de la fin, je vais le laisser à Adèle Charvet. Oui, je voulais juste ajouter que, effectivement, je pense qu'on peut très fortement s'identifier à Hélène Baird. Ce qui est tout à fait étonnant en plus dans ce journal, c'est qu'elle se sent vraiment investie de cette mission de raconter, comme si quelque part elle pressentait que peut-être des milliers, dizaines de milliers de personnes allaient lire ses écrits. En attendant de découvrir ce monodrame le 3 mai à Cherbourg, puis en d'autres lieux, et puis le 12 juin au Bouffe du Nord, et puis à l'Opéra du Rhin, et en bien d'autres lieux. Il me reste Adèle Charvet et Bernard Faucroul à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour laisser cet entretien avec la mezzo-soprano Adèle Charvet, je vous propose de l'écouter interpréter un répertoire très éloigné de ce que nous évoquions, à savoir le journal d'Hélène Baird. Nous l'écouterons aux côtés du consort, interpréter des œuvres vénitiennes du XVIIe siècle, de Gasparini, Salieri, Ristori et également Antonio Vivaldi, nettement plus célèbre à nos yeux. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres virtuoses et poétiques et une bonne fin de soirée.
ein schönes